l'épaisseur de la nuit doit correspondre l'épaisseur du silence. Ces deux épaisseurs se rejoignent comme deux matières distinctes unies pour faire son lit au sommeil. Le silence et l'obscurité deviennent alors une seule et même structure. Et l'altération de l'un rend l'autre insupportable à celui qui veut s'endormir. Un bruit suffit, une lumière soudaine, comme celle du téléphone portable qui par cycle illumine son écran pour signifier sa charge. Dès que j'entends le moindre son, qui quelquefois, après enquête, n'est que le frottement de ma jambe sur le drap, je l'écoute, comme si je voulais m'empêcher de dormir. Je décolle l'oreille de l'oreiller en mettant mon bras sous ma tête pour entendre mieux avec les deux. Je guette le plus petit bruit. Et si celui-ci est faible et me parvient à peine, je le cherche et le déniche dans le recoin du silence. Les boules quiesces, si souvent recommandées, n'ont jamais été pour moi le remède à ces maux, car même équipé d'ailes, j'essaie de tendre mon ouïe afin de franchir l'opacité du bouchon et déceler au loin, à travers le silence ouaté, le petit bruit persistant. Et cet effort me réveille encore plus, car l'effort d'écouter mobilise davantage d'attention et d'énergie que celui d'entendre. C'est comme chez l'audioprothésiste, qui, pour tester vos seuils d'audition, augmente les sons en partant de votre zone de son inaudible et remonte peu à peu le niveau. Il faut lever le bras pour faire comprendre que le son émis par l'appareil est apparu au fond du silence lointain, exactement comme si le silence avait un horizon. Et l'on a tellement peur de rater le seuil et d'être ainsi placé trop haut dans l'échelle de surdité, qu'on s'arrache au fauteuil comme une femme de marin qui, croyant apercevoir le bateau de son homme au loin, lui fait de grands signes avec les bras. Elle le devine autant qu'elle le voit. Quand on espère, on voit avant ce qu'on espère, on voit sans cesse ce qu'on espère. Et quand ce qu'on attend apparaît enfin, on ne fait que vérifier bruyamment en gesticulant ce que l'on a auparavant anticipé avec notre imagination. La personne qu'on attend à l'endroit convenu du rendez-vous, on l'a vu arriver 1000 fois avant qu'elle n'apparaisse vraiment. Et quand elle arrive enfin, on prend la mesure de l'avantage qu'a le réel sur l'imaginé. Pourtant, attendre est une jouissance. Ce qu'on attend, celui ou celle qu'on attend, occupe tout le champ de la conscience. Tout autre projet est à ce moment débrayé. L'attente devient pour mes sens vacants un espace unique et désintéressé, volé au temps. Dommage que les salles d'attente soient souvent si rébarbatives. Elles sont sans doute les endroits où l'on est le plus disponible au moment présent. J'ai une préférence pour les attentes chez le coiffeur plutôt que chez le dentiste. L'appréhension peut gâcher ce plaisir de l'attente. Dans l'attente, il y a attention, et dans l'attente, je suis de fait beaucoup plus attentif à ma vie végétative, à la couleur de la peinture des murs, au cadre accroché. Ce sont les dessins des enfants du praticien, et si anciens que leurs auteurs doivent être maintenant adultes. Et des photos du voyage en Afrique que le dentiste a fait il y a longtemps, parce que ces photos, je les vois depuis au moins 15 ans. Pourquoi les salles d'attente, lieux de célébration de l'ici et maintenant, contiennent-elles de si anciennes reliques? Même les revues sur les tables basses sont vieilles de plusieurs années. Cela permet au moins de faire de l'histoire. On lit les déclarations que le candidat président faisait durant sa campagne, maintenant qu'il est élu et exerce le pouvoir depuis plusieurs mois. Je suis attentif à la façon dont la lumière du jour entre dans la salle, aux gens qui attendent avec moi, en étant d'ailleurs plus sensible à ce qu'ils sont qu'à ce qu'ils font, puisqu'ils ne font rien. L'attente met chacun en stand-by, et l'alignement des chaises fait se ressembler les attitudes de chacun. Ça doit être pareil quand on est une poule ou un cheval et qu'on regarde ses frères ou ses sœurs dans le poulailler ou l'écurie.
enfermés de longues heures sans se parler. Mais je n'aime pas qu'on se parle dans les salles d'attente. Cela confisque le plaisir irremplaçable dont ces lieux ont l'exclusivité, la méditation et la contemplation. Et le bruit des voix m'en distrait. Dans les antichambres, où interminablement j'attends d'être reçu par un médecin débordé, je me suis souvent senti m'apaiser peu à peu, au point que cet apaisement rendait discrets les mots pour lesquels j'étais venu consulter. Plus j'attendais, et moins je me sentais de me plaindre. J'étais devenu un malade imaginaire, un simulateur qui allait se trouver en difficulté pour dépeindre des symptômes anesthésiés par l'attente. Pour un peu, je serais reparti chez moi avant de voir le médecin, comme guéri par ce simple séjour d'une heure dans la salle d'attente de son cabinet. Attendre, c'est vivre. Et le vieillard qui, on le pense, attend la mort et qu'on plaint, et paradoxalement dans une intensité de vie qu'il serait légitime de lui envier. La proximité de la fin de vie n'est que le prétexte à ne pas être autrement que vivant. La mort assise à la porte des vieux guette les jeunes qui passent dans la rue. Les longues heures que les personnes âgées passent sur les bancs, dans les squares, assises presque immobiles, et que nous regardons à tort avec compassion, sont des heures de jouissance. Elles ne s'ennuient pas, elles s'écoutent vivre. Si elles sont immobiles, c'est avec cette même fixité que l'on a quand on nous caresse pour être totalement disponible à la sensation. Et pour se sentir vivre, il faut être dans le moment présent. Et pour être dans le moment présent, il faut se placer à une intersection où le passé et le futur sont neutralisés. Enfant, adolescent, j'ai beaucoup attendu l'autobus, coincé sur place sans pouvoir trop m'éloigner de l'arrêt. Pour prendre un peu de liberté et ne pas m'agglutiner sous l'abribus, je calculais la distance que je pouvais mettre entre l'arrêt et moi, sans prendre le risque que le chauffeur ne me voie pas et continue sa route sans s'arrêter. Si d'autres gens attendaient en même temps que moi, je savais que je pouvais élargir le cercle de mes 100 pas et m'éloigner un peu plus sans rater l'autobus. Les voyageurs sédentaires, ceux qui ne quittent jamais l'arrêt, allaient faire signe au chauffeur. Et le temps estimé pour que chacun monte me donnait ma marge d'éloignement possible. Jamais une autre circonstance n'aurait pu m'obliger à rester dans un endroit aussi incertain, un temps aussi long, en ne pouvant rien faire d'autre qu'attendre. C'est pourtant dans ces moments-là que je me suis senti le plus exister. Se distraire, qui est le mot d'ordre pour être vainqueur dans cette lutte à mort contre l'ennui, nous empêche de nous laisser porter dans le lit du temps, seule attitude qui nous permette d'avoir la pleine conscience d'être vivant. L'ennui creuse l'âme, disait le philosophe Alain. Dans les fêtes où tout est organisé pour se distraire et passer le temps le plus agréablement possible, c'est au moment où je m'éloigne dans le jardin, en laissant derrière moi les bruits de la soirée, que je ressens le plus l'impression paisible de vivre. Peut-être la fête ne se justifie-t-elle que pour permettre d'éprouver cette sensation. Il ne faut pas demander à celui-là, assis sur le muret du fond du jardin, avec les ombres projetées sur son visage des gens qui dansent dans la maison éclairée, s'il s'ennuie. Non, il ne s'ennuie pas. Il goûte ce qui est pour moi le nectar de la fête. Et si on lui dit « Rejoins-nous, allez, viens, dansez », on ne fait que l'enjoindre à retrouver ce qui n'est qu'un alibi. Et peut-être l'invite-t-on à rejoindre le cercle des danseurs pour faire nombre, afin que d'autres puissent à leur tour s'éloigner de la fête et, à leur tour, jouir de ce même nectar. C'est ce sentiment-là que l'on ressent à bord du ferry qui appareille de Marseille l'été pour se rendre en Corse durant la nuit. Avant de commencer sa traversée, il longe les terres. Les lumières de la ville, des villes côtières en fête, quelquefois ponctuées de feux d'artifice,
renforce le plaisir paisible que l'on ressent à être passager du lourd bateau qui glisse, furtif, sur les flots sombres.